Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie d'être devant vous pour parler d'une thématique qui me tient chère à cœur. Donc je suis Laure Rouget, je suis médecin généraliste à Ghana dans l'Allier, au sein d'une MSP, au sein d'une CPTS, et accessoirement je suis maître de conférence associée au département de médecine générale à Clermont-Ferrand, comme l'expliquait Emeline. Donc j'ai pas de conflit d'intérêts, des liens par contre nombreux. J'étais pas très en forme en début d'année et je me disais que le sujet des violences était malheureusement un sujet tristement d'actualité et qu'au vu des perspectives qu'on peut imaginer dans les années à venir, on va être amené en tant que médecin à gérer beaucoup de situations qui vont du coup traiter des violences. Les modifications du climat, les guerres, la géopolitique, les attentats. Et au plus près de nous, et au quotidien, les violences intrafamiliales. Qu'est-ce que je fais, moi, au milieu de tout ça ? Donc, dans un premier temps, j'étais pas très bien. Et puis, je suis tombée sur un numéro d'Exercer, dont le titre m'a interpellée. Ikigai. Ça me parlait pas du tout. Je suis allée regarder, du coup, sur Internet. Et là, je me suis dit, ah la vache, mais en fait, un truc au centre, là, qui va me remettre dans mon quotidien, qui associe, du coup, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi on me paye, et en quoi je suis compétente. Donc aux confins des missions, passions, professions, vocations, eh ben, ça m'a recentrée et je me suis dit, ok, c'est bon, on fait quand même le plus beau métier du monde. Il ne faut pas l'oublier. Les violences intrafamiliales, je disais tout à l'heure que c'est notre quotidien. 3 à 4 patientes sur 10 sont ou ont été victimes. Un enfant sur 10 au minimum. Et ça, c'est dans nos salles d'attente tous les jours. Les conséquences sur la santé sont multiples et sont durables. On associe souvent des problématiques de santé mentale. N'oublions pas que le fait d'être victime ou d'avoir été victime, ça rend malade. Ça développe des maladies chroniques. Et des malades dans nos cabinets, ben on en a plein. Et en même temps, ce problème de santé complexe est peu abordé en consultation. Je vous ai fait quelques planches qui la pètent, là, que j'ai retrouvées sur le site. C'était quoi d'ailleurs sur le site de l'OMS, c'est ça. Donc, qui montre bien le surrisque, que ce soit de développer des problèmes de santé, d'avoir des problèmes dans notre quotidien social ou dans nos comportements, et du coup, l'impact que ça a sur nos facultés de cognition. Donc ça, c'est pour les victimes de violences adultes, et les chiffres sur les conséquences sur les violences faites aux enfants explosent. On imagine bien qu'un enfant qui vit dans un environnement violent va avoir encore plus de conséquences sur sa vie au long cours par rapport à tous les traumatismes qu'il vit. Les freins des médecins pour aborder le sujet ont été étudiés. Les vieilles générations de médecins dont je fais partie n'ont pas été formées. Ça paraît bizarre, c'était pas encore un sujet d'actualité. Et du coup, on ignorait complètement ou on voulait pas voir. Donc on a des scotomes. Certains médecins se sentent pas concernés, ils voient pas leur place. Et on a des stéréotypes de représentation où on imagine mal que ça peut toucher tout le monde.
il y a une méconnaissance de certains types de violences, une méconnaissance des signes d'alerte et de gravité, de la place que peut prendre le médecin dans cette prise en charge, en fait. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans tout ça? Un manque d'outils. Et puis enfin, un sentiment d'isolement, où du coup, c'est compliqué de s'emparer du sujet, et c'est d'autant plus compliqué quand on se sent tout seul. Et du coup, grâce à ce congrès et grâce à cette première intervention au CMGF en 2014, j'étais maître de stage à l'époque, et j'ai une petite interne qui était en stage chez moi, qui est revenue du congrès, en me disant « Laure, ça y est, j'ai trouvé mon sujet de thèse, il faut qu'on fasse un truc là-dessus. » Je lui ai dit « Vas-y, Pauline, fais de la biblio, regarde. » Elle est revenue en me disant « Oh, ouais, mais non, mais il y a déjà plein de trucs qui ont été faits et tout. » Et du coup, ensemble, on se dit « Et si on faisait un site internet ?» C'était l'époque où ça commençait à devenir à la mode, avec notamment, il y avait cannabis médecin, il y avait antibiotiques qui commençaient à se développer. Et donc, Pauline a travaillé là-dessus. Et donc, du coup, on s'est dit, on ne connaît pas la problématique, et ben, il faut qu'on sensibilise. On ne connaît pas la mécanique des violences, on n'arrive pas bien à repérer, on va faire des trucs pour former. Il y a un manque d'outils, on va proposer des fiches pratiques. Et on est tout seul au milieu de tout ça. Il faut absolument qu'on ait une cartographie qui nous repère les principaux acteurs qui peuvent nous aider dans cette prise en charge. Depuis, il y a d'autres outils qui ont été mis en place, où il y en avait déjà. Donc les sites gouvernementaux, la HAS qui a commencé à travailler là-dessus. Très récemment, on a fait un super truc, quand même, au niveau du CMGF. Donc vous allez pouvoir trouver d'ailleurs aussi sur le site Onde, j'espère qu'il en reste encore. Il y en a 600, c'est bon. Et moi, je vais particulièrement vous parler de ce site qu'a fabriqué Pauline Malanche et qui a été du coup sa thèse d'exercice. Donc c'est un site qui s'appelle Déclic Violence, qu'on est en train de retravailler un petit peu pour essayer de le dégenrer et de le remettre un petit peu aussi sur un mode plutôt pluridisciplinaire et pluriprofessionnel. Mais c'est du boulot. Donc il y a différentes rubriques qui sont accessibles assez facilement, sur l'essentiel à connaître, pourquoi intervenir, les pièges à éviter, comment intervenir en détail, qui est une espèce de compilation en fait avec des petits arbres algorithmiques, décisionnels, pratiques et pragmatiques surtout, intervenir en un clic, et notre fameuse carte interactive, où du coup en fonction de la localisation, on peut repérer les acteurs qui nous aident dans cette prise en charge. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on a beau avoir tous les outils possibles et imaginables, et pour prendre en charge des victimes de violences, on ne peut pas y arriver tout seul. Il faut absolument travailler en équipe, et du coup, comment on fabrique une équipe est tellement différent d'un endroit à l'autre. Je vais du coup vous faire part de mon expérience. J'habite aussi au centre de la France. Ghana, c'est le petit point bleu. Et au milieu de la deuxième photo, vous voyez mon cabinet médical, enfin ma maison de santé, qui est en cours d'agrandissement, au milieu de notre petite ville ou petit village, ça dépend si on est ghanatois ou si on est parisien. Et donc du coup, dans notre MSP, on fait régulièrement des réunions pluriprofessionnelles. Donc dans ma MSP, on est 6 médecins, il y a une dizaine de kinés, il y a 4 cabinets d'infirmiers, on a 2 infirmières azalées. Et à l'occasion d'une réunion, une kiné nous a fait part de difficultés qu'elle rencontrait pour la prise en charge d'un enfant dont elle suspectait des violences.
À l'issue de cette réunion, on s'est dit « Ah ben mince, tout le monde n'est pas vraiment sensibilisé, tout le monde n'est pas formé, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Donc on a organisé des réunions entre nous pour fabriquer des soirées d'information qu'on a fait du coup au niveau de notre ville. On a invité tous les professionnels de santé dans un premier temps, hors notre structure, et on a fait un travail en collaboration avec notre gendarme, qui était référent de violence sur la gendarmerie, et on s'est aidé aussi d'une copine qui était avocate, et qui a traité la partie plutôt technique de comment la loi nous protège ou pas quand on est amené à prendre en charge ces situations complexes. On a fait une deuxième soirée, puisque la première avait eu un succès assez important, on était au moins 30, ce qui est beaucoup pour une petite ville de 5000 habitants. Et donc là, on avait invité les assistantes maternelles, les directeurs d'école, l'infirmière du collège. Et donc moi, j'apportais des informations qu'on avait estimées plutôt biomédicales pour expliquer un petit peu la prévalence, mettre en évidence tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir. On a redéfini les violences, le cycle de la violence. On a beaucoup parlé de mémoire traumatique et de ses conséquences, puisque du coup, c'est quand même un peu le nerf de la guerre dans cette manière qu'on a, ou pas, de pouvoir les prendre en charge. Les victimes, souvent, nous énervent. Ils sont chiants. Ils viennent, on ne comprend pas. Ils ont plein de problèmes, ça se mélange. Ils ne viennent pas au rendez-vous, sans nous prévenir en plus. Les enfants courent partout. Ils dévastent le cabinet. Alors ils sont sages dans un coin, ils ne bougent pas. On a travaillé aussi du coup les différents signes d'alerte dans la vraie vie. Au-delà de la victime qui vient et qui a plein de coups, on voit les traces. Il ne faut pas oublier toutes les traces invisibles physiquement qui sont encore plus marquantes dans le suivi. Sonia, notre gendarme, nous a fait une présentation de l'accueil qui était fait en gendarmerie. Comment elles accueillent les plaintes, comment ils gèrent l'enquête, comment ils travaillent eux aussi en équipe. Et donc Léa nous a fait toute une partie sur la rédaction des certificats, les problématiques de est-ce que j'ai droit, est-ce que j'ai pas le droit, le secret professionnel. Ces réunions ont tellement bien marché qu'on les a déclinées ensuite au sein de notre CPTS, le CPTS Sud-Allier, où on a refait des soirées de sensibilisation. Et là, on avait invité le président du tribunal judiciaire, notre médecin légiste à l'hôpital de Moulins. Et on avait travaillé avec, du coup, on avait invité les médecins généralistes, les infirmiers, les secrétaires médicales, les kinés, les pharmaciens, les assistantes sociales, la responsable du CDI-FFF et le directeur de l'hôpital local. Tout ça pour vous dire que à Ghana, au centre de la France, dans une petite ville, un gros village, peu importe, avec pas forcément beaucoup de moyens, on arrive à se rencontrer, on arrive à discuter, et c'est le début de la création d'un petit réseau. Et par exemple, quand une victime est devant moi et qu'arrive le moment où il faudrait, où ce serait quand même bien d'aller porter plainte, quand je prends mon téléphone et puis que j'appelle la gendarme et que je demande à parler à Sonia et que je tutoie Sonia devant la patiente, eh ben je me dis que la patiente, peut-être quand même, elle se sent soutenue par une équipe. Ça résonne un petit peu avec l'intervention ce matin là, du GIGN là. Donc j'ai mis ma main droite sur l'épaule gauche. Alors moi il a fallu que je réfléchisse parce que la main droite sur l'épaule gauche, puis j'ai réussi. Et du coup on est en plein.
Ça nous a permis de mettre des petites actions concrètes qui ont l'air de rien. Mais par exemple, plus personne au sein de notre CPTS n'a envie de mettre une taxe lapin ou d'autres punitions pour les patients qui ne viennent pas au rendez-vous. On a formé nos secrétaires, par contre, à les appeler pour prendre des nouvelles. On l'implémente dans le dossier. Et quand on voit non venu sans prévenir, eh ben, ça allume des petits clignotants là, dans mon cerveau de docteur et je me dis « oui, il y a un loup ». Le tutoiement entre les différents acteurs, je tutoie assez facilement, mais je pense que ça montre quand même une proximité, ça confirme le travail en équipe qu'on met en place. Et on est en train de mettre en place une première consultation prise de contact pour tous les nouveaux patients. Ça a l'air bête, mais sur cette première consultation, elle est garantie sans examen clinique. On se pose. Juste, on parle. Au début, j'y vais avec mes questions fermées, et patati et patata, et les antécédents, les machins. Tout le monde se trouve à sa place. Et puis, petit bout, subtilement, tranquillement, des questions un peu plus ouvertes. Et au fait, c'est quoi vos passions ? La question des violences qu'on aborde du coup, ou directement, quand j'ai l'impression que les choses sont assez fluides, ou de manière plus subtile, quand pour le coup j'ai déjà plein de clignotants rouges moi dans ma tête. Et donc par exemple, je leur pose plutôt la question de est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez aborder avec moi au sein de cette consultation ? Je laisse mon petit silence et puis on voit bien. Ça permet d'expliquer le mode de fonctionnement du cabinet. Comment est-ce qu'on trace les informations sur notre logiciel, que le logiciel il est partagé, mais que des fois on peut cacher des données, on peut mettre des trucs top secrets pour nous. Comment on prend rendez-vous. Je pense que du coup ça participe au fait que les victimes de violences vont se sentir quand même en sécurité. C'est important d'avoir un endroit où on sait qu'on peut se poser et qu'on ira au rythme où on ira, mais on se pose. Et ça résonne encore avec ce truc de ce matin qui disait « N'oubliez pas que votre première rencontre, la première fois qu'on voit quelqu'un, voilà, c'est quand même important. » Donc au niveau de la tenue, j'ai l'impression que ça va à peu près. La posture, je fais des efforts. Mais du coup, voilà, de s'organiser pour bien accueillir les patients, je pense que du coup c'est important aussi. On a plein de projets, parce que du coup, évidemment, quand on met un pied dans ces thématiques, ça donne envie de faire plein d'autres trucs. On aimerait faire un jardin intergénérationnel qui permettrait de mettre du lien dans toutes les générations. Tous nos retraités qui ne savent pas quoi faire, là, qui pourraient partager et puis s'occuper des enfants qui sont en situation un peu plus compliquée. Des cafés thérapeutiques, des ateliers de parentalité, parce qu'évidemment que si on s'occupe de la thématique des violences tôt dans la vie des gens, on a peut-être plus de chances d'avoir des résultats. Et puis enfin, on va essayer de mettre en place des prises en charge pour les soins de psychothérapie, parce que du coup, on n'a pas beaucoup de psychologues qui sont agréés, et il va falloir qu'on investisse un petit peu nos sous de l'ACI pour prendre en charge cette aide en plus. Je refais de la pub. Merci beaucoup. On va passer la parole. Oui, tu veux rajouter ? Non, on fera les questions à la fin, je pense. On fera les questions tous ensemble. Oui, on fera les questions à la fin. Donc là, maintenant, ça va être Lucie, et Raphaël, bien sûr, en duo, pour En pratique. Donc, je suis Lucie et je suis Raphaël. On s'est rencontrés au DU Violences faites aux femmes qui est entre la fac de Paris-Descartes et de Grenoble. Et depuis, on ne s'est plus quittés et on a envie de vous partager un petit peu notre quotidien. Raphaël n'avait pas à faire la diapo Archimède, mais voilà, moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Comme ça a été nommé, je suis membre du groupe de travail sur les violences au collège.
Et surtout, ce qu'on voulait par contre vous annoncer, c'est que quand on parle de violence, ça peut être difficile, et comme ça peut être difficile aussi quand on accompagne les personnes qui vivent des violences. Donc on va vous faire un cas clinique, mais on ne nourrit pas les dragons, c'est-à-dire qu'on ne sera pas graphique dans le type de violence, parce que ça sert à rien de se raconter des horreurs pour se les raconter. Le deuxième warning que je voulais vous mettre, c'est méfiez-vous, parce qu'à partir du moment où on commence à traiter cette thématique, on n'arrive plus à s'en défaire. Comme Laure a pu nous le montrer, c'est passionnant et il y a toujours plein de choses à apprendre. Et le dernier warning, c'est que je viens de Grenoble, et à Grenoble, on a une passion pour les mignons. Et comme c'est un sujet qui est pas fun, je me suis dit que c'était nos meilleurs alliés pour qu'on passe un bon moment tous ensemble cet après-midi. Donc, on voulait vous parler de Madame M, qui a 23 ans, qui est sage-femme, qui vient au cabinet depuis le début de ses études. Ça fait que 4 ans, mais c'est assez récent. Dans son dossier médical, il y a juste la notion d'un papillomavirus, et elle vient régulièrement pour des lombalgies, et là, actuellement, c'est des lombalgies, et puis avec ces douleurs qui impactent son sommeil. Donc moi, je la reçois. À l'entretien, je retrouve effectivement que ces douleurs durent depuis l'adolescence, qu'elle a déjà vu plein de kinés, que ça n'a jamais fonctionné. Le bilan podologique ne montrait pas de particularité, les radios, l'IRM, tout ça était normal. Et du coup, je me pose la question de qu'est-ce qui a pu déclencher ces douleurs, parce qu'elle est jeune, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle ait autant mal au dos, même si son métier peut être très physique. Et du coup, je lui demande si elle a déjà vécu des choses difficiles. Et je l'amène en disant que moi, à l'imagerie, je vois que son corps, il est en état de marche. L'anatomie, elle est bonne. Et je lui dis que s'il y a des douleurs, c'est peut-être que son corps, dans le fonctionnement, il se protège, il crée des raideurs, des tensions, et que c'est ça qui lui fait mal. Et donc, je lui demande si son corps a été susceptible à un moment de se mettre en protection. Et donc, est-ce qu'elle a déjà vécu des choses difficiles dans sa vie, et notamment, est-ce qu'elle a déjà vécu des violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Et là, promis, j'ai pas fait cette tête de mignon, elle me dit qu'elle a eu des violences par partenaire intime à l'adolescence. Alors, les premières fois, on fait cette tête de mignon, mais promis, après, ça nous étonne beaucoup moins. Donc, je lui parle du violentomètre. Parce que bien évidemment, quand on comprend les choses, on se les approprie beaucoup plus. Et donc, je lui montre cet outil qui permet aussi de voir comment on se situe sur l'échelle relationnelle. Il a été pensé pour les jeunes femmes, mais en fait, il est adaptable à toute situation de relation. Et elle le connaissait pas, donc moi, il est constamment affiché sur mon bureau. Ça fait un bon sujet de discussion. Et puis, je lui explique aussi les mécanismes des violences conjugales. Que l'auteur, il va mettre en place petit à petit un isolement, une dévalorisation, une inversion de la culpabilité avec des phrases du genre « Ah bah oui, si j'ai tout cassé, c'est parce que, j'en sais rien, t'es sorti avec tes copines. » ou tout prétexte non recevable peut se mettre à la suite. Et puis un climat de menace, de peur, et puis surtout une impunité. Et donc la première chose que je lui dis, c'est que moi je vais me placer à l'inverse de ça. Je vais dire que je la crois, qu'elle a bien fait de m'en parler, qu'elle nie pour rien, et que c'est lui le responsable, et qu'en plus, ce qu'il a fait est puni par la loi. Et que moi, je peux l'aider. C'est donc ces 4 phrases magiques. Quand on les prononce, il se passe quelque chose d'assez magique dans le cabinet. Alors souvent, il y a des pleurs, mais il y a quelque chose qui se pose. On va vous parler du corps. Et déjà, corporellement, il y a quelque chose qui se pose. Parce que ça rend fou, les violences. Ça donne l'impression de rendre fou. Et la première chose qu'elle nous dit souvent, c'est « Ah, mais je suis pas folle ». Et donc, alors, je parle au féminin parce que je travaille en maison des femmes, mais les hommes que je vois au cabinet me disent « Ah, je ne suis pas fou ». Mais effectivement, il y a cette croyance-là, parce que, on va en parler, mais quand on subit des violences, notre système nerveux, il change. Et donc, comme on n'a plus nos repères, on peut penser qu'effectivement, on devient fou. Donc ça, c'est ma licorne magique. C'est les 4 phrases magiques. C'est la seule chose qu'il y aura de magique dans cette présentation. Et ensuite, je lui parle du cycle des violences. Parce qu'elle a bien compris que quand les violences s'installent, il y a quelque chose de rythmique. Et plus qu'un cycle, c'est même une spirale. C'est-à-dire qu'au début, tout se passe bien, puis il y a des phases de tension, des phases de crise avec un passage à l'acte violent, et puis tout de suite après, une justification. Et plus le temps passe, et plus les phases de réconciliation et de justification, elles se réduisent, et les phases de tension et de violence augmentent. Et en parallèle de ça, se développe de l'anxiété, de la colère, de la honte, de la responsabilisation sur des actes dont on n'est pas responsable, et puis de l'espoir. Et je lui explique aussi qu'il y a des moments de ce cycle où on est plus à même de demander de l'aide, de recevoir des informations et de pouvoir en sortir. Et que c'est normal qu'à des moments, ça ne soit pas possible. Je pose donc que le propre de la violence, c'est de la répétition, et de la répétition de phénomènes de domination. La violence, je lui explique que c'est pas une maladie et que c'est
un mauvais processus relationnel, que l'agresseur, il n'est pas malade, et qu'en fait, tout le monde est capable de violence. Ce qui demande aussi en tant que soignant de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Et j'ai présenté mes excuses à mon petit frère pour toutes les fois où j'avais pu être violente avec lui. Mais on en reparlera de comment aussi on prend soin de nous en tant que soignant. Les violences, ça laisse une empreinte relationnelle, une empreinte corporelle et une empreinte psychique. Et comme le disait très bien Laure, plus on rentre dans ces mécanismes tôt dans notre développement, et plus ça s'inscrit, et plus on a du mal à imaginer une vie avec un autre fonctionnement. Dans les suites de ça se développe le trauma l'état de stress post-traumatique, mais que nous on appelle le trauma psychocorporel. C'est un terme que vous ne retrouverez pas dans la littérature, parce qu'il n'existe pas et qu'on l'a mis là pour vous. C'est juste pour vous dire que dans cet état de stress post-traumatique, il y a des impacts corporels. Et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc l'état de stress post-traumatique, il y a les intrusions, l'hypervigilance et l'évitement. Les intrusions, ça va être les flashbacks, les cauchemars, les sensations physiques d'un coup qui montent comme si on était de nouveau dans les situations de violence. L'hypervigilance, les patients le décrivent très bien, c'est le cerveau qui ne s'arrête pas, l'incapacité à se reposer, à dormir, à lâcher prise. Et puis les évitements, ça peut être je contrôle ce qui rentre dans mon corps, avec par exemple l'anorexie où il y a 90% de prévalence de violences sexuelles, j'évite des lieux, des personnes, et d'autres choses qui peuvent être confrontantes pour moi. Et puis il y a l'état de stress post-traumatique complexe qui résulte de situations de violence répétées, avec l'incapacité de fuir, donc on pense notamment aux séquestrations, ou qui ont eu lieu tôt dans la vie, et donc notamment dans l'enfance. Et souvent, cet état de stress post-traumatique va se compléter avec un trouble de l'identité et des croyances très négatives sur soi, des troubles des interactions interpersonnelles et sociales, et puis des troubles de contrôle, notamment des émotions avec des impulsions. Donc là, on pense tout de suite aux troubles de personnalité borderline, par exemple. Je sais que vous n'avez pas de micro, on va faire ça un peu rapide, mais moi je vis à Grenoble, donc je suis entourée de montagnes, et il y a des barrages tout autour. Et donc je me dis, ce qui peut se passer un jour, c'est que tous les barrages sautent, et que je me retrouve avec une piscine alors que j'habite au 3e étage. Et donc selon vous, en cas de tsunami, de 0 à 10, quel est l'impact d'un tsunami sur votre psychisme ? Alors, on part du principe que la voiture, la maison, le chien, tout s'est envolé avec les vagues. 2000 Ah, le chien, ok, 2000 pour le chien, à ma droite, qui dit mieux. À vue de nez, vous diriez combien ? J'entends des 20, des 10. La vraie réponse a été mesurée. La vraie réponse, c'est 3 sur 10. Parce que même si c'est terrible, il y a des aides humanitaires. Tout le monde le voit, c'est une expérience qui est partagée, et puis tout le monde est d'accord pour dire que c'est terrible. Donc même si ça impacte le psychique, on a des capacités de ressources et de résilience qui sont plus importantes. Quand on subit des violences physiques par quelqu'un qui est considéré sur le plan judiciaire comme ayant autorité, un patron, un adulte quand on est un enfant, un conjoint, un ex-conjoint, les violences physiques, ça impacte à 6 sur 10. Et les violences sexuelles à 9 sur 10. Donc moi, je dis à mes patientes, c'est normal d'avoir mal au dos quand on s'est pris 3 tsunamis dans la tronche. Et c'est important de le poser parce qu'on va parler beaucoup de l'invisible. Laure parlait des coups, et effectivement, c'est très rare qu'il y ait des ecchymoses. Ça arrive, mais clairement, c'est pas la majorité des patients. Et dans la plupart des cas, ça ne se voit pas. Et donc, c'est important de le reposer aussi, que nous, on sait que c'est grave, même si ça ne se voit pas. Laure a parlé des impacts sur la santé, et du coup, en 98, il y a l'étude Felitti qui est sortie, qui est une étude de cohorte sur 17 000 personnes, qui a montré qu'en fait, le fait d'avoir vécu des violences, c'est le premier facteur de morbimortalité. Donc là, c'est une synthèse un peu globale, mais si vous êtes curieux, il y a un score qui s'appelle le score ACE, qui est issu de cette étude et qui permet, avec 10 questions sur votre enfance, de savoir quel est le surrisque pour la santé. Et effectivement, je le fais régulièrement avec mes patientes. Alors évidemment, elles me disent, mais j'ai pas tout ça. Ça veut dire que je vais être très malade, et je leur dis non. Je dis, en fait, c'est le risque théorique. Et nous, si on vous accompagne, tous ces surrisques, ils sont réversibles, et c'est à nous de bien faire notre travail. Alors, il y a quand même 20% des gens qui sont spontanément résilients, parce qu'ils trouvent des gens autour d'eux qui sont soutenants, parce qu'ils trouvent des activités dans lesquelles s'épanouir. Mais pour les autres, on est là. Donc moi, le jour où on m'a présenté cette étude, j'avais cette tête de mignon. Et je me suis dit, mais pourquoi je prends toujours l'attention à tous mes patients et je ne pose pas cette question systématiquement ? Donc vous doutez bien que maintenant, je la pose à tous les coups. Et donc, sur mon bureau, j'ai ce magnifique schéma, et je leur explique ça à mes patients. Je leur dis, vous voyez le petit poids bleu là au milieu, c'est une amygdale. Et l'amygdale, elle n'a rien à voir avec celle qu'on a au fond de la gorge, parce que pour les patients, c'est la même chose. Et je leur dis, l'amygdale, c'est votre meilleure copine. Quand je vous donne du chocolat,
le message monte à l'amygdale et l'amygdale dit c'est validé pour la survie. Elle sécrète de la joie et elle dit à l'hippocampe, souviens-toi que le chocolat c'est bon. À l'inverse, je sais pas combien on est dans cette salle, mais on est nombreux, on a tous a priori mangé du sable ou de la terre à un moment, et l'amygdale a dit ça pour la survie, on va très vite arrêter. Et aujourd'hui, on est quand même moins tenté quand on passe près du bac à sable. Ça, je leur dis, c'est le fonctionnement en mode vie. Quand finalement on est en sécurité, il y a des émotions qui ont une certaine amplitude, mais globalement ça va. Par contre, quand il y a une peur très intense, que le cerveau interprète comme un danger de mort imminent, que ce soit le cas ou pas, on switch. Et on switch en mode survie. Ce switch, il se fait par la sécrétion d'adrénaline et de cortisol à haut niveau. Et ça peut donner plusieurs réactions qui ne sont pas du tout habituelles. La première, c'est la sidération. Moi, je prends l'exemple du lapin dans les phares de la voiture, mais à la Maison des Femmes, il y a aussi l'exemple de l'opossum. Moi, le lapin dans les phares de la voiture, quand je rentre de garde et qu'il s'arrête au milieu de la route, il m'énerve passablement parce que je suis en sécurité dans ma voiture. Sauf que lui, dans son cerveau de lapin, il y a tellement d'hormones de stress que s'il bouge, il meurt. C'est-à-dire qu'on a un tel niveau d'hormones qu'on risque l'AVC ou l'arrêt cardiaque. S'il bouge pas, il reste en vie et il y a une chance que la voiture s'arrête. Donc en fait, il fait vraiment le meilleur choix pour sa survie, mais moi, vu de l'extérieur, ça me paraît un peu dingue. Et c'est ça que j'explique aux patientes. Je leur dis, vos proches, des fois, ils peuvent avoir du mal à vous comprendre parce qu'en fait, votre cerveau, il est en mode survie. Et donc effectivement, il fonctionne pas comme les autres. Mais ça veut pas dire qu'il est malade. N'importe qui a vécu des circonstances exceptionnelles va développer des réactions exceptionnelles. On est tous câblés comme ça. L'autre possibilité, c'est la dissociation, c'est-à-dire que le cerveau, il se court-circuite. Anesthésie corporelle, parfois, ou émotionnelle, ou les deux. Et là, c'est un peu le mode pilote automatique. Il y a quelques années, il y avait des inondations en Italie, il y avait une dame qui était sur son balcon, et l'eau montait, et puis elle commençait à balayer l'eau sur son balcon. Et donc les journalistes filmaient ça, et moi je me suis dit, cette pauvre dame, elle est dissociée. Son cerveau, il sait plus quoi faire, il s'est mis en mode pilote automatique, il y a des choses sur le balcon, on nettoie. Et on peut fonctionner comme ça pendant des dizaines, même plusieurs dizaines d'années, et ça pose pas de problème en fait. C'est des gens, on dit, bah voilà, ils sont efficaces, robots un peu, pas très humains. Et en fait, c'est parce que le cerveau est toujours en protection. L'autre chose qui peut se passer, Laure en a parlé, c'est l'amnésie traumatique. L'amygdale et l'hippocampe arrêtent de fonctionner ensemble. Sauf que l'amygdale, elle reste en état d'alerte, avec un corps qui va continuer à s'exprimer, mais on est incapable de se souvenir de quoi on a vécu. Et si à un moment il y a un élément similaire, ça redéclenche tout. On revit à l'intérieur le trauma comme la deuxième fois. Et en plus, on se dit, non mais attendez, s'il m'était arrivé ça quand même, je m'en serais souvenu. Et puis le réflexe, c'est de se dire, bon, si telle personne avait été si odieuse avec moi, je m'en souviendrai, je vais retourner la voir, puis je vais voir comment je me sens. Je retourne près de l'agresseur et je me redissocie. Et en fait, finalement, ça se réactive. Et puis, sur le long terme, après, on a le développement de l'état de stress post-traumatique dont on a parlé. Donc je leur explique tout ça et puis je leur montre le nerf vague qu'elles connaissent souvent pas. Et je leur dis, en fait, c'est le nerf vague qui va nous dire si on est plutôt en sécurité, dans l'engagement social, le jeu, voire l'intimité, ou si on va être plutôt dans des réactions de défense, combat, fuite, figement qu'on connaît bien, mais aussi le malaise vagal ou la dissociation où vraiment on a une hypoactivation du système nerveux. Et du coup, sur le long terme, forcément, ce nerf vague, il va se déréguler un peu. Moi, je leur dis, c'est un peu comme l'accélérateur de la voiture. Et en fait, on peut pas accélérer tout le temps. Donc, des fois, le corps, il va mettre des coups de frein, puis ça fait un truc un peu bizarre. Et les trucs un peu bizarres, ça peut faire la gorge nouée, les palpitations, les douleurs thoraciques, le reflux gastrique, la diarrhée, la constipation avec ce fameux syndrome de l'intestin irritable. Ça peut faire aussi des douleurs gynéco parce que on sait que le nerf vague il vient jusqu'au col de l'utérus, donc c'est pour ça qu'on a des malaises au poste de DIU. C'est pas qu'on est mauvais, c'est le nerf vague qui est chaud. Et puis ça va venir aussi modifier la composition chimique de la matrice extracellulaire des fascias avec des raideurs. Pareil au niveau abdominal, gynéco, mais aussi au niveau des tensions musculaires et notamment du dos. Donc finalement, ça a un impact dans le corps, dans la tête, et puis on l'a même montré au niveau des gènes, notamment au niveau de l'hyperméthylation du gène NR3C1 qui s'occupe de la régulation du cortisol. Et cette hyperméthylation, on peut la transmettre et on la retrouve jusqu'à 2 générations en dessous. Donc on peut avoir des patients qui sont avec des symptômes de stress post-traumatique pour des choses qu'ont vécu leurs grands-parents. Donc là, j'ai refait ma tête de mignon un peu bizarre en me disant quoi en termes de santé publique, c'est vraiment une catastrophe. Comment ça se fait qu'on met tant l'accent sur l'attention et pas sur le reste? Surtout que même au niveau génétique, c'est réversible. On l'a montré, on l'a prouvé jusqu'à 80 ans. C'est Muriel Salmona qui a fait ça, qui est psychiatre. Je suis sûre que ça marche après, c'est juste qu'on n'a pas testé. Du coup, finalement, c'est un impact global sur le développement, les apprentissages, l'image de soi, la capacité à prendre soin de soi. Moi, j'ai un patient qui n'a pas pris de douche pendant 20 ans parce qu'on lui a jamais expliqué qu'il fallait se laver tous les jours. Ça joue aussi sur le caractère, sur l'humeur, sur la capacité à être en relation, sur la sexualité évidemment, sur le fonctionnement, mais aussi sur la vie pro avec les retards, les absences, les troubles de mémorisation, et puis sur la santé. Bref, je lui explique tout ça.
J'adapte en fonction du temps de consultation qui me reste. Je rentre pas toujours dans tous les détails, mais je le fais pour vous aujourd'hui. Et puis derrière, je lui propose un plan de soins, en me rappelant qu'on entend mieux avec ses propres blessures qu'avec son intelligence. C'est-à-dire que ça, c'est tout ce que j'ai dans la tête, mais finalement, de quoi elle a besoin, cette patiente. La première chose, je replace le cadre. Je fais un rappel à la loi. Ce que vous avez vécu, ça s'appelle un viol, c'est puni par la loi. De quoi vous avez besoin ? Est-ce que vous avez besoin d'une reconnaissance judiciaire ? Est-ce que vous avez besoin qu'on traite les symptômes ? Quelle est votre urgence là ? De quoi vous avez besoin maintenant ? La réponse, souvent, c'est la douleur. Donc, évidemment, on met des antalgiques. Je lui propose aussi la duloxétine parce qu'elle va avoir une action sur l'état de stress post-traumatique et sur la douleur. Je lui propose un arrêt. Et puis surtout, je lui dis que si tout ça, ça a été trop lourd pour elle jusqu'à maintenant, c'est parce que c'est complexe. Et donc, il nous faut une solution complexe. Donc, je ne serai pas toute seule. Et c'est là que j'appelle Raphaël. Et à chaque fois que je suis bloquée, je l'appelle. Et puis, je l'oriente aussi vers une psychologue. Et puis, j'oublie pas ce papillomavirus parce que, avec le trauma, il y a aussi une modulation sur le plan immunitaire et notamment sur l'HPV. Donc, je lui rappelle quand même de retourner voir la sage-femme. En termes de reconnaissance, la justice, c'est long et c'est difficile. Par contre, ce qui est facile pour moi, c'est de lui proposer une ALD, soit un mineur victime de sévices sexuels. Elle est accordée inconditionnellement par la Sécu, sans preuve, sans plainte, même après l'âge de 18 ans. Je peux aussi lui proposer, si elle préfère, une ALD sur l'état de stress post-traumatique ou le syndrome dépressif chronique. Et du coup, je lui fais une belle ordonnance de kiné, où je demande un bilan un bilan et une rééducation du rachis des 4 membres, bilan et rééducation abdominopelvienne, de l'ancrage, du travail de la respiration et de l'équilibre. Merci. Bonjour. Je vais quand même commencer par dire merci. On n'arrête pas de se croiser. C'était très clair. Je vais commencer par dire merci à Lucie de m'avoir proposé de venir ici et je vais essayer de représenter mon métier du mieux que je puisse. Moi aussi, je pense que c'est le plus beau métier du monde. Donc bon, voilà, c'est une bonne nouvelle. D'autant plus que vous êtes nos prescripteurs. Et pour moi, c'est une grande chance quand j'ai des temps d'échange et de partage parce que vous savez pas forcément ce qui se passe dans nos cabinets. Et voilà, je vais essayer de prendre soin de mon propos. Avec ma casquette de corps aujourd'hui, on va observer nos patients dès la salle d'attente, vraiment. Dès le départ, dès qu'on les voit, avec la façon dont ils s'organisent corporellement, dont ils sont assis, dont ils vont se lever, dont ils vont se déplacer. C'est là que commence finalement notre bilan, dès l'entrée dans le cabinet. Et puis, on va à la fois faire confiance à ce qu'on voit, mais aussi à ce qu'on ressent, et puis ce qui nous paraît un petit peu pas accordé, ce qui est un peu discordant. On va déjà enregistrer toutes ces informations-là. Ce qui est important aussi, c'est toujours garder du recul. Il y a parfois des patients qui viennent avec une prescription de douleur à l'épaule. Si je me centre sur son épaule, ok, ça va aller mieux, mais je risque de passer à côté de quelque chose. Et si ma patiente revient avec toujours cette douleur qui revient, toujours, ça va mieux 3 jours, mais ça va pas mieux après. Et puis il y a 2 ans, ça faisait déjà mal. Je passe à côté de quelque chose. Donc je dézoome, je regarde l'entièreté de mon patient. Et là, ce phénomène-là, on le pratique vraiment régulièrement. Le ressenti aussi, alors le feeling qu'on peut avoir. Maintenant, il y a des études qui nous montrent que c'est très important. C'est toi qui as les chiffres de ça ? Le gut feeling sur le dépistage du gut feeling vers les violences, c'est 90% de valeurs prédictives positives. Voilà, donc c'est pas rien. Par contre, on n'est pas toujours à l'aise pour l'interpréter, puisque c'est pas parce qu'on a choisi d'être un soignant qu'on est forcément conscient et qu'on connaît bien notre propre corps dans ses ressentis. Il y a beaucoup de tabous avec cette question-là d'ailleurs, sur la santé des soignants. Et puis, ce qui va être important aussi, c'est que tout au long de ma rencontre avec mon patient et mon examen et ma prise en soin, je sois moi-même dans une posture qui soit la bonne, qui soit la plus juste possible, sachant qu'il n'y a pas une bonne posture, il y a une multitude de postures adaptées aux bons gestes. Donc, en tout cas, plus je suis vigilante à ma posture, plus je vais être juste dans mon soin et dans mon accueil aussi. Ça va me permettre de porter... Vas-y, de faire une transition sur les mimes. Vous allez voir, j'ai besoin de montrer des choses parfois. Mais ça va me permettre, cette juste posture, de garder un regard professionnel sur l'autre. Je vais pas être perturbée par mes propres afférences. Et puis, sur notre relation, qu'est-ce qui est en train de se jouer ? Si ça devient difficile en face de moi, ce que j'entends, et que je me rends compte que j'ai un peu décroché, ça, c'est un rappel à « je me remets dans ma juste posture ». Et puis,
être en capacité aussi d'écouter ce qui se passe dans mon corps à moi. Si je me sens pas très bien en écoutant cette histoire, est-ce que je suis vraiment à la bonne place pour la suite de mon travail? Je vous montre un tout petit truc. C'est aussi un atelier mime. Donc, dans mon métier, je me montre beaucoup avec mon corps, évidemment. Si notre patient qui arrive avec son gros vécu de trauma et qu'il a jamais posé à personne, s'il arrive aujourd'hui et que moi je suis dans une posture vraiment très décontractée parce que je me sens bien, c'est un patient que je connais bien, ça fait 2 ans et demi que je le suis, je suis contente, bonjour, comment ça va? Ou alors si c'est quelqu'un de nouveau qui arrive, que je sens détendu, qui me fait une blague dans le couloir et que je suis vraiment dans cette position décontractée, je suis dans quelque chose qui n'invite pas forcément à poser, parce que nos patients victimes de violences, ils ont souvent peur de nous envoyer encore plus profondément dans notre fauteuil. Et puis moi, je risque aussi, si la personne est quand même bien décidée à répondre à mes questions, de gentiment glisser. On fait pas vraiment ça dans la vraie vie, mais symboliquement, on va complètement se laisser envahir par l'autre. Si au contraire, je suis en retard dans mes consultes parce que ça nous arrive tous, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi on se met en retard, et que je suis sur mon bureau vraiment prêt à aller vite sur cette consultation-là parce que j'ai des cases à cocher et vite. Là, je vais être dans quelque chose de très offensant, je pousse mon patient à, les patients n'iront pas non plus. Moi, si je me mets plutôt au bord de la chaise, sur vos ischions, vous pouvez tester si vous voulez, ça me permet d'avoir un alignement postural qui est plus juste et surtout, ça me permet de respirer confortablement et d'avoir une voix qui est plus libre. Et là, je peux bouger. Je peux me laisser traverser par ce qui est là. Je peux changer de position facilement si je suis un peu mal à l'aise. Je peux choisir d'aller lui chercher un verre d'eau si je me sens pas très bien. Ça permet beaucoup plus de fluidité. Quand on travaille dans ces mondes-là, de violence, de trauma, de psychotrauma, pour moi beaucoup d'addictos, on entend beaucoup de choses difficiles. Si à la fin de la journée, on est comme ça fait mal au trapèze, et puis en plus on est fatigué et on est très exposé au trauma vicariant, trauma secondaire qui vient à la suite d'une exposition prolongée aux violences. Voilà, donc c'est un exemple tout bête, mais plus ma posture elle est juste, plus je permets au message d'être déposé, plus je reste à l'écoute de l'autre et de moi. Et moi, mon grand principe clé dans mon métier, c'est la physiologie. Je suis une grande amoureuse de la physiologie. Et j'aime à dire qu'avant de dysfonctionner, on fonctionne. Tout le monde fonctionne. Et si c'est la physiologie, c'est la sécurité. C'est pour ça que le corps est fait. Le corps, il est fait toujours pour fonctionner sur différents plans. Et puis, je vais beaucoup parler de sécurité dans le corps. C'est vraiment ça. C'est que quand on a une physiologie qui peut être respectée dans un corps humain, alors notre patiente est en sécurité. Si par contre, mon environnement devient dangereux, que ce soit une fois, que ce soit tous les jours, que je n'ai connu que ça dans ma vie, alors la physiologie n'est plus possible dans mon corps, puisque je suis constamment en train de me protéger de l'environnement qui est hostile. Donc je vais me mettre à dysfonctionner. Et c'est là qu'apparaissent notamment les souffrances corporelles. La dysfonction, elle peut être sur plein de plans. On peut avoir des dysfonctions articulaires, musculaires, immunitaires. Des dysfonctions fonctionnelles, c'est pas très beau, mais les fonctions peuvent être altérées. Voilà, ça peut vraiment se décliner de multiples façons. Et selon nos patients, ils vont pas exprimer les mêmes. Il y a des patients qui vont très franchement affirmer des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Il y en a d'autres qui vont avoir des dysfonctions qui sont plus sournoises, qui dérangent pas grand monde. Je prends l'exemple des mycoses à répétition, des dysbioses, qui peuvent vraiment exprimer des antécédents de trauma. Ce que je suis en train de vous dire quand je dis ça, c'est que en travaillant le corps, on peut régler une problématique de mycose à répétition. C'est vraiment ça que je suis en train de dire. Et donc, on commence par un temps d'entretien. On va poser plein de questions pour répondre à nos différents bilans. Des questions sur les douleurs. La douleur, comment la personne va décrire sa douleur, comment elle la raconte. C'est très intéressant de voir comment les gens racontent leur douleur. La notion de la fatigue, un des premiers symptômes du trauma psychocorporel, je le parlerai comme ça, c'est la fatigue inexpliquée. Je comprends pas, je suis toujours fatiguée, ça va jamais mieux. Et pourtant, toutes les tensions, les raideurs,
tous les spasmes, les inversions de commande. Les inversions de commande, typiquement, je vous ai mis l'exemple de la poussée à la miction. On n'est pas censé pousser pour vider sa vessie, pour vidanger. Or, bon nombre de gens poussent, le font, et trouvent ça tout à fait normal, parce qu'en plus, on est souvent pressé, il faut aller vite, on nous a dit d'aller vite, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tranquillement poser comme question. Les asynchronismes, c'est-à-dire les choses qui se font plus dans la synchronicité, typiquement dans le schéma expiratoire, la nature a prévu que notre périnée s'engage avant notre transverse de l'abdomen, le plus profond des abdos. Je fais comme si tout le monde avait oublié son anatomie. Parfois, ça ne se passe plus comme ça, et on a vraiment le corps. Ça, c'est un bon signe de dysfonction musculaire. Donc, ça va être, est-ce que c'est les gens qui vont nous raconter que quand ils éternuent, quand ils démarrent une course, ils vont avoir une fuite urinaire, par exemple. Ça ne veut pas dire que toutes les fuites urinaires ont une origine de trauma, mais la question se pose. Toutes les dysynergies aussi, le fonctionnement viscéral, est-ce que vous digérez bien, est-ce que vous digérez pas bien, comment ça se passe, la santé sexuelle évidemment, les cicatrices, Emeline a dit que c'était une de mes spécialités en cabinet, le travail des cicatrices. Une cicatrice dans un corps, ça crée un point de raideur. Qu'elle soit visible ou invisible, cette cicatrice, c'est pas forcément parce qu'elle est très jolie vue de l'extérieur qu'elle est très fonctionnelle. Et on peut vraiment s'enrouler sur sa cicatrice. Je vous donne un exemple très précis postural. Si j'ai une cicatrice de césarienne et qu'elle est raide, démonstration, je vais finir par m'enrouler. Elle va finir par s'enrouler. Je vous montre de profil, je vais finir par m'enrouler parce que ça tire en bas de mon ventre et là, je vais avoir mal au cou. Et donc, je vais aller voir mon médecin parce que j'ai hyper mal au cou. Ah bah oui, on va faire de la kiné. Mon kiné me masse le cou, ça va super bien. Au bout de 2 jours, paf, ça fait toujours mal au cou. Donc, le travail des cicatrices, c'est on vient défaire ici la zone de fixité, on retravaille la mobilité du bassin, on réaligne, on regrandit, on travaille l'autograndissement et on retrouve une possibilité pour le corps de pouvoir bouger le cou tranquillement. Évidemment, on vient aussi questionner le sommeil, parce que quand on parle de sommeil, on parle de capacité à lâcher prise pour s'endormir, de débrancher sa tête, de pouvoir relâcher son corps, de pouvoir être dans un sommeil profond. Ça nous renseigne aussi sur les taux d'hormones, est-ce qu'ils arrivent bien à baisser, est-ce qu'on arrive bien à s'endormir. Les consommations, alors là c'est la casquette des pratiques addictives, mais addiction et trauma, il y a un grand lien. Donc on vient tester aussi comment ça se passe, si les personnes ont des consos et qu'elles sont à l'aise avec. Et puis la préservation des rythmes de vie, puisque dans la physiologie humaine, dans le corps humain, tout est rythme, de la cellule au rythme jour-nuit. Donc est-ce que dans cette vie de cette personne, les rythmes sont respectés ou pas du tout ? Comment ça va dans tout ça ? Et puis, quelle est la notion du schéma corporel ? Il y a des gens qui ne sont pas du tout dans leur schéma corporel. On vient un peu parler du corps, comment ils voient leur corps, comment ils ressentent leur corps. Et puis, on va aller dépister, nous aussi, les antécédents. Alors, moi, ma question, je la pose jamais de la même façon, mais je m'autorise à aller poser des questions sensorielles. Est-ce que vous avez déjà eu très peur, très mal ? Est-ce que vous avez déjà été à un endroit où vous n'auriez pas aimé être ? Parce que ça autorise aussi toutes les formes de trauma, parce que les patients ont souvent tendance à minimiser ce qui leur est arrivé, surtout que le corps, il n'est pas forcément écouté dans sa souffrance, donc finalement, c'est pas si grave. Et puis surtout, on observe pendant tout ce temps-là, on a commencé dans la salle d'attente, ça continue pendant l'entretien, on regarde si la personne change de posture, si elle est assez figée, si elle respire ou pas. Alors évidemment, si elle ne respire plus, il faut s'inquiéter. Mais est-ce qu'elle respire librement et est-ce que finalement c'est possible compte tenu de sa posture ? Ça, je vais vous l'illustrer avec le cas de notre patiente. Et puis également des signes physiques de dissociation. Est-ce que quand je suis en train de parler de tel sujet ou que je pose telle question, hop, je perds un regard, j'ai un faciès qui devient inexpressif, j'ai un corps qui se fige et les gens reviennent, par exemple. Est-ce que je sens que les gens ne sont pas dans leur corps ? Peut-être ça vous parle. Moi, j'ai une phrase qui fait beaucoup rire Lucie, mais des fois je dis « cette femme n'est pas du tout dans son périnée ». Donc c'est une phrase très professionnelle, mais on sent les gens qui ne sont pas dans le bas de leur corps. Et puis on écoute, il y a des phrases, quand on parle du corps, qui mettent en alerte, dont celle-ci. Vous savez, de toute façon, maintenant, tout le monde est passé par là. Allez-y,
j'ai même eu des faites-vous plaisir, je lâche tout, mon corps est en exposition. C'est quelque chose, ça, qui vient interpeller. On peut être très à l'aise. J'ai une étudiante sage-femme qui m'a dit l'autre jour, oui, mais madame, si c'est son 5e enfant, elle est peut-être très à l'aise. Je crois pas que quand on est très à l'aise, on s'expose autant. On a tous peut-être un cliché des victimes de violence, avec une attitude très fermée, prostrée, en protection. Il ne faut pas oublier que l'attitude aussi des patients dont tu as parlé, qui sont agaçants, qui énervent tout le monde, qui tiennent pas en place, qui vous retournent la salle d'attente, que tout le monde fait « oh là là, c'est encore cette patiente qui est en même temps que moi », qui sont très dans la mise en danger, très dans l'exposition, très trop. Ces patients-là aussi, ils ont du mal à retrouver la sécurité, ils ont du mal à se poser dans leur propre corps. Et quand on aura fait cet entretien, on a aussi un temps d'examen physique. Et là, moi, me pose toujours la question de quelle est l'urgence. On a un métier, nous, on a le temps. On a cette chance-là d'avoir le temps. Et quelle est l'urgence ? Est-ce que c'est mon urgence à moi ? Est-ce que c'est l'urgence de mon patient ? Ou est-ce qu'il en est, quel est son besoin ? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, j'ai besoin d'aller examiner son corps ou sur une table de massage classique avec mes mains ? Ou est-ce que déjà, en l'observant, en le voyant comment il se raconte, en l'observant peut-être bouger, j'ai déjà beaucoup d'informations et en tout cas suffisamment pour travailler avec lui. Et puis moi je mets un point d'honneur, on peut parler du corps sans se déshabiller, ni être touché, parce que c'est un vrai sujet. Et pour les patients qui ont vécu des traumas, pouvoir prendre ce temps-là de bilan, assis tranquillement, on n'est plus chez le docteur, on est dans une autre relation. Ça, désolée, mais c'est vrai. Où en fait, tous les trucs là, oui, mais je suis pas folle, je suis pas fou, il existe au corps aussi très fort, on le pose beaucoup, parce que c'est ces fameuses douleurs psychosomatiques, c'est dans ma tête, tout le monde trouve que c'est bizarre. Donc là, on prend le temps de comprendre et d'en parler. On fait aussi beaucoup de psychoéducation, les mêmes sujets qu'a évoqué et qu'a très bien amené Lucie, en fonction de qui on a en face de nous et de qu'est-ce qu'on peut poser à ce moment-là, pour expliquer que le corps, il a réagi toute sa vie et il continuera toujours à réagir à son environnement et que parfois, c'est difficile. J'ai posé la notion de la bonne distance et c'est très intéressant. En fait, à quel moment, à quelle distance de mon patient ou de ma patiente je me mets pour qu'il puisse fonctionner tranquillement. C'est très intéressant. J'ai fait l'expérience avec une patiente médecin il y a peu. On a beaucoup ri. Où je me suis mise à 10 mètres d'elle et je lui ai demandé comment elle se sentait en termes de sécurité. Là, elle me dit super, ça va bien. Et puis je me dis ok, je me rapproche et quand moi je sens que ça va moins bien, je m'arrête. Et c'était très agaçant parce que sa tête était très consciente qu'on était en sécurité, qu'elle avait envie de venir et qu'on n'avait pas de problème toutes les deux, mais son corps, lui, réagissait avant. Donc on est allé, cette zone de sécurité, nous, on va vraiment l'observer chez l'autre, à quel moment je sens que la personne, elle est plus en train de surveiller ce qui se passe autour, consciemment ou pas, qu'en train d'être dans l'échange avec moi. Ce que je vous dis là, c'est que parfois, pour travailler avec mes patients, je me mets plutôt à 4, 5, 6 mètres, et qu'on avance très vite comme ça, on finira par aller sur le travail corporel s'il y a besoin au niveau manuel, mais on peut travailler comme ça. Et l'examen physique, donc il n'est pas toujours manuel, on a toute une part d'examen morphostatique, de mobilité, on n'est pas obligé d'aller toucher, même si c'est très intéressant et plein d'informations. Et puis, je parle ici de l'examen palpatoire qui n'est pas possible sans le consentement physique. Et ça, c'est une de mes patientes qui me l'a appris. Donc, au-delà des cicatrices, je travaille avec des patients brûlés qui sont souvent des enfants. Et j'ai l'habitude, pour que tout se passe bien pour eux comme pour moi, qu'on se donne un petit code et que j'autorise tout de suite si t'en as marre, si ça va pas, si ça fait mal, comment tu vas pouvoir me le dire. Donc, on met ça en place dès le début de la prise en charge. Et souvent, j'ai une habitude, c'est que je pose ma main sur leur avant-bras et je leur dis, vas-y, enlève ma main. Parce que quand on est petit et qu'on s'est autorisé à enlever la main de la personne qui soigne, c'est permis. On a pu l'explorer. C'est pas juste je l'ai dit, c'est j'ai pu le faire. Donc c'est un code que j'ai beaucoup avec les enfants. Et puis j'avais eu cette patiente victime de violence dont je vous tairai le récit traumatique. Parce que là encore, on n'est pas obligé d'être exposé au récit traumatique pour accompagner vers le soin des patients qui ont vécu des traumas. Et c'est très important. Mais elle venait pour des cicatrices de cœlioscopie adhérentes et douloureuses.
Sauf qu'à notre première rencontre, c'était très difficile de s'approcher. Elle m'a posé très clairement que c'était pas possible d'être touchée non plus. Donc on a, pendant 1 mois, travaillé à distance. Quand je vous dis à distance, c'est à 10-15 mètres. On a fait plein de choses, du mouvement, de la danse, plein de choses. Et un jour, elle est arrivée en me disant « Raphaël, c'est bon, je suis prête, vous pouvez toucher mon ventre ». Et elle s'est installée sur la table, habillée. Et là, illumination, je me dis je vais faire comme avec mes petits, là. Et je mets ma main sur son avant-bras en lui demandant de l'enlever. Rien du tout, impossible d'enlever mon bras. En fait, elle voulait, c'était sa demande, j'avais son consentement avant de mettre ma main, est-ce que je peux mettre ma main sur votre bras ? Et pourtant, elle n'a pas pu. Donc, on a travaillé tout ça et tout va bien maintenant. Mais je me suis dit ce jour-là, ok, on touche quelque chose d'autre. En fait, on peut avoir très envie dans sa tête, mais le corps, il peut dire non complètement. Et puis, dans notre examen, ça c'est pour, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'on fait dans nos cabinets, mais on a différents temps. On regarde la posture, le morphostatique, on fait un bilan musculaire, articulaire, cutanétrophique, on observe si les fonctions sont possibles de déambulation, de mouvement de bras, etc. On fait un bilan ventilatoire aussi, voilà, on déroule. Mais on n'est pas obligé de tout faire la première fois, on peut faire les choses petit à petit. Alors, pour le sujet de notre patiente, Madame M, j'ai noté juste ici les points importants de ce qui ressort de son examen. Donc V+, moi c'est ma façon de noter dans mes bilans à moi que j'ai questionné et qu'il y a une réponse positive au vécu de violence. Et puis elle me parle de ses tensions cervicales et lombaires et d'un inconfort digestif, une pesanteur pelvienne. Elle me parle aussi d'antécédents de troubles du comportement alimentaire à type d'hyperphagie et effectivement un sommeil qui est altéré. Dans les points clés, son examen morphostatique, on va observer qu'elle est sur ses talons, genoux en récurvatum, un bassin en rétroversion, des épaules un peu enroulées, une rigidité. Peut-être que ça vous rappelle certains patients, ce schéma-là, un peu raide. Quand on se tient comme ça, j'enchaîne sur le fameux caisson. Fonctionnellement, on ne peut pas bien fonctionner. Elle a mal au lombaire, cette dame. Elle vient de me parler de ses douleurs lombaires. Les douleurs lombaires, on ne peut pas les parler et les soigner si on ne les a pas remises dans leur caisson fonctionnel, qui est le caisson abdominopelvien, avec au-dessus mon diaphragme, en dessous mon périnée, devant mes abdominaux et derrière mes lombaires. Tout le monde fonctionne ensemble comme une grande maison. Si je suis sur mes talons, bassin en rétroversion, mon diaphragme, il est bloqué. Il ne peut pas venir s'expandre. À l'inspire, il doit descendre et s'étaler. Il ne peut plus le faire. Il est figé là parce qu'il n'y a pas la place. Mon transverse de l'abdomen, il ne peut pas se mettre au travail non plus. Donc, transverse et diaphragme ne peuvent pas travailler en même temps. On a là une bonne réponse à l'inconfort digestif, la pesanteur pelvienne et aux douleurs lombaires. Son transverse, elle n'arrive pas à s'en servir. Il est pourtant fondamental. Pour vous donner un examen facile, je ne sais pas si vous les faites et comment vous les apprenez, mais quand votre patient est allongé sur la table et qu'il tousse, son ventre est censé rentrer. Si c'est pas possible, si ça se fait pas naturellement, c'est que le transverse il n'est pas connecté. Peut-être il est dissocié ou en tout cas pas dans le schéma corporel. Autre test, je soulève une jambe. Si mon bassin tombe, je garde pas ma stabilité de bassin. Là aussi, j'ai un transverse qui se recrute pas dans mon schéma. Et puis cette patiente, elle a une sensation d'insécurité globale. Elle n'arrive pas à se relâcher et on va chercher ses ressources. Elle aime la danse et la musique. Faut que j'aille plus vite. Je vais plus vite. Donc on va se poser ces questions-là. Comment mon patient il exprime sa souffrance ? Quelle stratégie il a utilisée pour rester en vie ? Parce que son corps, il a eu peur de mourir, donc il s'est dit je vais fonctionner quand même. Comment il a fait ? Et puis nous, on va se préoccuper de ce qui fonctionne encore et on va honorer ses ressources à son rythme et surtout en lui faisant confiance. Je dis souvent qu'on veut que nos patients nous fassent confiance, mais peut-être qu'il est important que nous, d'abord, on leur fasse confiance et qu'on les rejoigne là où ils en sont. Et pour vous donner les différentes étapes de la prise en soin de la démarche kinésithérapique pour ces patients, je vous ai mis les chapitres clés et puis en italique, il y a les techniques kiné. Si vous avez des kinés qui ne sont pas formés, vous pouvez traduire quand même avec ces techniques-là. Ça, ils sont formés, c'est sûr. D'abord, il y a cette histoire de sécurité. Tant que je n'ai pas remis de la sécurité, je ne peux pas permettre la physiologie.
Ça passe par le consentement, la zone de confort à laquelle je travaille, le fait d'être ancré, d'être dans son corps, de sentir son corps, de pouvoir s'aligner, se regrouper, réguler son système nerveux autonome. Et puis il y a aussi tout le travail des limites. C'est-à-dire que si je ne suis pas consciente de mes limites à moi, je ne vais pas pouvoir être consciente des limites de l'autre. Et forcément, dans la relation à l'autre, il va y avoir déjà, de base, quelque chose qui n'est pas possible. Une fois qu'on a appris la sécurité à nos patients, là, on va pouvoir les remettre en mouvement. Si on le fait avant, si je vais chez mon kiné, paf, 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 il me défait toutes mes tensions, on est super, nous on est très contents parce que ça va mieux, vraiment ça va, on se sent bien professionnel. Notre patient en ressort, là il va être en danger parce que tout ce qu'il avait mis en place pour se protéger, on lui a gentiment et avec beaucoup d'envie enlevé. Donc d'abord on lui permet de se remettre en sécurité, après on lui propose de lâcher ce qu'il a mis en fixité. Voilà. Ensuite, un temps très important, c'est le temps du repos et de l'intégration, parce que si j'ai passé toute ma vie à être dans l'insécurité et à me figer, là, on me donne plus d'espace dans mon corps, en fait, il faut le temps que j'explore à nouveau et que j'explore toutes mes fonctions, que pour pouvoir m'en imprégner. Le retour au calme, le relâchement, parce que quand on demande à quelqu'un de se détendre, c'est hyper difficile. Il essaye bien, mais c'est bien dur. Il faut intégrer ce nouvel équilibre-là. On va entretenir aussi la souplesse, ensuite, parce que tout ce travail-là, si on est plus souple, on ne sera pas capable de se laisser traverser par les choses. On n'aura pas forcément la capacité à revenir se mettre en travail si on se redissocie un jour. Donc ça, c'est important aussi d'entretenir, sachant que plus on est souple dans nos corps, plus on est souple dans nos esprits. Ça, c'est valable pour nous aussi, les soignants. Et puis, on va inviter aussi nos patients à entretenir leur rythme, leur routine, tout ce qui permet au corps de se rappeler que la fonction, c'est super. Du coup, je suis allée vite. Pour notre patiente, typiquement, donc on va faire cette fameuse évaluation de la distance de sécurité. Comment vous vous sentez là quand je suis loin ? Super, je me sens bien, tranquille, ok. Je m'approche et on évalue un peu ce sentiment. Est-ce que je me sens solide dans mes appuis ? Si une bourrasque venait me souffler dessus, est-ce que j'arriverais à rester bien ancrée ? Et souvent, je leur demande si je viens vous pousser là, est-ce que j'ai beaucoup de difficultés à vous faire tomber ou pas ? En les rassurant évidemment que je ne vais pas le faire. Et puis, on vient travailler l'ancrage au sol, le fameux ancrage. Donc, ça passe par le travail des appuis, de la sensation des pieds dans le sol, le poids des jambes, la contraction des muscles, la vie du bassin, les mouvements du bassin. On fait aussi avec cette patiente un travail d'autograndissement. On sort de quelque chose de figé, on se redresse. Et c'est possible parce qu'on est dans nos appuis et notre bassin. Et puis, on apprend aussi comment on sert du transverse de l'abdomen, donc le plus profond des abdos, qui est un muscle fondamental dans l'équilibre du corps. Voilà pour la première séance, et on réévalue ensuite comment elle se sent. 99% du temps, les gens se disent « Ah ouais, ça va beaucoup mieux, je suis dans mes pieds, je suis beaucoup plus solide, j'ai plus de place, ça va mieux. » C'est des exercices qui durent à peu près 5 minutes. Je vous invite à le faire chez vous. Vous vous tenez debout, comment je me sens. Je masse un de mes pieds avec une balle de tennis. Je refais l'expérience. En général, on ne sent pas la même chose des deux côtés. On fait avec le deuxième pied. Et puis, on réévalue. En général, on se sent beaucoup plus en bas. Il y a une phrase que je dis beaucoup à Lucie et qui est très médicale. Quand il y en a trop en haut, des tensions dans la tête, de l'agitation, c'est qu'il n'y en a pas assez en bas. Donc, on vient travailler le bas, les appuis, la respi, l'ancrage. On me dit 3 minutes, ok. Du coup, dans les suites, pour Madame M, la sage-femme, elle nous interpelle parce que l'examen a été évidemment difficile, l'HPV a progressé, et puis on apprend en même temps que l'agresseur a repris contact. Il y a beaucoup de colère, une aggravation du sommeil, des cauchemars, des reviviscences, et une prise d'alcool pour essayer d'apaiser tout ça. Et évidemment, ça finit par faire mal à l'estomac. Donc moi, quand je la reçois, déjà, je prends soin de moi. Je mets mes chaussettes de contention pour me rappeler, comme les patients, mes limites et mon corps pendant l'entretien. J'ai une galette de proprioception sous les fesses, ça me permet de rester en mouvement. Et pareil que mon corps, il reste toujours en équilibre finalement et toujours alerte. J'ai ma petite tasse de thé sur mon bureau et du chocolat dans les tiroirs, mais j'ai aussi et surtout des supervisions, des intervisions, des temps de massage, de kiné pour moi aussi, parce qu'en fait, ce qui est valable pour les patients, c'est valable aussi pour nous pour se protéger du trauma vicariant. Je coordonne les soins et puis, comme on l'a dit, on commence toujours par la sécurité. Est-ce qu'avec le retour de cet agresseur, elle est en sécurité ? Est-ce qu'il faut demander une ordonnance de protection, un signalement, une plainte ?
Je lui explique les symptômes, je lui mets des IPP et puis surtout je la renvoie chez la kiné parce que ça avait bien marché la première fois. Et comme ça avait bien marché et qu'elle fait bien ses exercices, le corps il a regagné en sécurité et là il s'est dit c'est le bon moment pour libérer de l'émotionnel et en général c'est là qu'on a des grosses montées de tristesse ou de colère. Il y a des trapèzes qui sont là et avec effectivement un thorax qui est en fermeture. Une séance type à ce moment-là, avec l'accord des patients évidemment, et c'est pour notre patiente là, on va venir mobiliser son bassin, on va l'échauffer globalement, la mettre en mouvement, et puis on va utiliser un travail psychocorporel pour la colère qui est très efficace, c'est la boxe thérapie, qui n'a rien à voir avec un combat, hein. C'est le patient qui a des gants de boxe et moi j'ai des pattes d'ours, c'est des pattes qui accueillent, qui nous permet un ancrage au sol, un engagement du transverse dans l'expire, une rotation des ceintures pour libérer un diaphragme et un thorax. La rotation, c'est l'élément magique. Et puis, en fin de séance, on réouvre le thorax, l'abdomen sur ce gros ballon pour venir libérer toutes les tensions qui l'empêchaient là de respirer. Voilà, on libère des tensions physiques. Souvent, il y a beaucoup de larmes. Et puis, par contre, on regagne en place. Et pour la suite, à cette patiente, on va lui proposer de bouger quotidiennement, de s'étirer, de s'assouplir quotidiennement aussi, et pourquoi pas la cohérence cardiaque qu'on lui aura expliquée et avec laquelle qu'on aura pratiqué avec elle. Le résumé pour nous, c'est se former, repérer, écouter, expliquer, respecter, rédiger, orienter et surtout prendre soin de nous. Donc dans le fameux kit que Laure vous a montré, chaque étape est bien détaillée pour que ça fasse une espèce de recette magique, même si j'avais dit qu'il n'y aurait rien de magique. En simple, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, et ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. Et c'est à nous de pouvoir les nommer, c'est bien plus facile de l'extérieur. Et on vient travailler du coup l'invisible, la complexité pour rétablir la physiologie. On voudrait que vous repartiez de cette présentation sachant que les violences, c'est fréquent, c'est gravissime, mais surtout c'est réversible, qu'on commence toujours par la sécurité, qu'on se méfie de tout ce qui se répète et qu'on n'y va jamais seul, que si on est formé, disponible. Et puis, on fait attention à nous, parce qu'on sait que la résilience, elle passe par le corps, mais aussi par le lien à l'autre. Et donc, c'est impératif de prendre soin de nous pour pas avoir le trouble avicariant, mais surtout pour être des bons soignants. Cette année, le groupe de travail du collège va faire des livrables sur les spécificités des violences faites aux enfants, les violences conjugales, le trauma psychocorporel, et puis comment on prend soin de soi. Donc, ça va venir dans l'année. En tout cas, on vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Lucie et Raphaël et Laure, pour toutes ces présentations riches et dynamiques, vivantes, par l'esprit et le corps. C'est l'instant où on vous redonne la parole si vous avez des questions, des situations. Alors, il y a 2 micros donc au milieu, donc n'hésitez pas à vous lever, à aller à un des micros si vous voulez échanger avec nous, ou à moins que Gilles, tu veux comme tu veux, si tu... Allez, le corps, on a dit. Donc voilà, Gilles va venir jusqu'à vous. Et donc, de vous présenter, et puis et ensuite vous pourrez poser votre question. Là, Gilles, devant. Allez-y, lancez-vous. Se lancent aussi et se sentent autorisés. Francis Abramovici, médecin généraliste, qui fait un atelier d'hypnose ce matin et un atelier samedi matin EMDR sur les psychotraumatismes. Je voulais vous remercier d'abord parce que ça m'a beaucoup rajeuni votre présentation, ça m'a rappelé ma jeunesse avec toute cette envie de bien faire et c'est très frais. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que dans le petit sur lequel vous êtes passé rapidement, chemin de fer de la fin, je rajouterais bien observer. Il y manque peut-être cette chose-là, le non-verbal, le langage du corps, me semble très très parlant, voilà. Parce que pour repérer, observer, à rajouter un petit truc. Et oui, tu veux dire quelque chose ? C'est qu'effectivement, l'observer, il est détaillé dans le chapitre repéré. Oui, voilà. Donc, mais souvent nous n'observons pas assez les patients. Et je voulais, peut-être qu'il n'est pas là, Olivier Candel, mais rajouter une question que 2 médecins généralistes de leur cabinet ont fait poser à leurs internes ou systématiquement à leurs patients, qui était à la première consultation, citez-moi 3 événements de votre biographie qui ont coté pour vous, et ressortait exactement le même pourcentage de traumatisme et de violence que dans toutes les études. Donc c'est une question simple, et parmi d'autres manières, il n'y a pas une manière de faire, il y en a plein, chacun peut trouver la sienne. Et puis dernière chose, on est nombreux ici, on est forcément 10% à avoir subi des violences.
Merci pour cette intervention. Je ne sais pas si vous voulez répondre en retour ou est-ce qu'il y a d'autres questions et remarques. Là, il y en a 1, 2. Je retiens ici pour après. C'est bon. Bonjour. On parlait du corps et de l'esprit. Quelle est la place du psychomote dans tout ça? Parce que du coup, nous, les kinés, c'est impossible d'avoir des rendez-vous. Et on a plus de psychomotes que de kinés. C'est génial, c'est une très bonne nouvelle. Hier soir, on a fait une soirée d'information avec une consoeur psychomote et on s'est rendu compte dans nos présentations sur cette thématique qu'on a la même façon de voir les choses. Donc l'ancrage, le travail des limites, la mise en sécurité, c'est vraiment un vocabulaire de psychomote. Et même que parfois, quand je parle de kinésithérapie, on me dit oui, mais c'est un peu de la psychomotricité. C'est pour ça que je traduis avec des termes très kinésithérapiques, mais clairement, les psychomotes sont des super alliés dans l'équipe Pluripro. Par contre, du coup, psychomote, c'est pas remboursé, c'est ça? Par contre, c'est pas remboursé. La difficulté éventuellement là-dedans. Après, on les trouve en structure, donc c'est intéressant de bosser avec eux aussi. Mais oui, ils sont pas sur prescription remboursée. Il y avait une part ici, il y a quelqu'un qui avait levé la main. Bonjour, du coup je suis médecin généraliste remplaçant, je travaille aussi à la prison et en addicto. Du coup j'ai une notion du grand méchant qui est un peu moins manichéenne que parfois ce qu'on peut avoir. Et du coup ça m'a un peu interrogé le côté de faire équipe, avec parfois, je dirais peut-être de parfois faire attention que les personnes elles se sentent aussi libres de parler qu'à une personne, parce qu'il y a aussi des grands méchants parfois là où on les soupçonne pas. Et du coup, je trouve que des fois c'est pas facile d'avoir le juste milieu. Enfin, il m'arrive d'avoir une personne victime de violence qui était la femme du vice gendarme de je ne sais où. Enfin voilà. Et du coup, dans ce cas, ça bloque aussi la parole. Donc je trouve que c'est quelque chose auquel il faut faire attention. C'est une très très bonne question parce qu'effectivement, donc moi je travaille en ville, mais je travaille aussi à la maison des femmes au CHU. Et en fait, on a beaucoup de demandes d'hospitalisation. Enfin, c'est des hôpitaux de jour, c'est des consultes, mais on a de demandes de mise sous X parce qu'en fait, effectivement, on a énormément de gens dont les agresseurs sont au CHU, ce qui ne nous rassure pas. Dans la protection de l'enfance, au placé à l'ASE, au tribunal. Enfin voilà, effectivement, le grand méchant loup n'existe pas. Il y en a partout et surtout, les auteurs, c'est des gens qui aiment le pouvoir vu que c'est des processus de domination, donc souvent en plus il y a un côté même plutôt socialement très bien intégré, enfin voilà, donc et puis en fait c'est un dysfonctionnement relationnel, voilà, donc il y en a partout, ça c'est sûr. J'en profite, je cale la prise en charge des auteurs, en fait elle est très spécifique aussi parce que souvent ils ont été victimes, mais ils les traitaient sur le plan vraiment thérapeutique comme des victimes sans être passés par de la responsabilisation. En fait, on légitime les actes et les agressions ne font qu'exploser. Donc, ce qu'on dit là n'est valable effectivement que pour des gens qui ne sont pas auteurs de violence, sinon c'est une autre prise en soin. Et effectivement, une fois qu'on a traité l'aspect auteur, évidemment, on va traiter l'aspect victime. Mais c'est très juste parce qu'effectivement, moi j'ai fait mon mémoire de DU violence faite aux femmes sur un homme en prison et où en fait, il explique très bien que suite aux violences qu'il a vécues, il a consommé pour se dissocier, et que suite aux consommations, en fait, il a fini en prison, et voilà. Enfin, et que du coup, les violences continuent. Enfin, ça se répète. Enfin, en prison, je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont en prison, mais c'est très très dur d'avoir de la sécurité et du calme en prison. Donc, voilà, tout se perpétue, et effectivement, le travail de réseau, il est indispensable, mais effectivement, il faut savoir avec qui on bosse. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme Laure l'a montré, on peut se faire un réseau de partout, mais il faut bien choisir effectivement avec qui on parle, et on échange souvent avec Gilles sur la question de la posture. Parce qu'effectivement, l'alliance thérapeutique, c'est aussi un moyen de soigner. Et donc, si on n'a pas une posture sur le plan, justement, violence qui est pas juste, en fait, on risque de réentraîner ça. Et après, l'aspect réseau, c'est aussi pour sortir d'une dyade qui avait agresseur-victime et que là, on reproduit soignant-soigné. Et nous, effectivement, à la Maison des Femmes, souvent, on commence en individuel et puis après, on repart sur du groupe, en fait, pour réouvrir. Mais effectivement, dans un premier temps, déjà, d'avoir quelqu'un de confiance, c'est déjà énorme. Merci Lucie. Il y avait une main qui s'était levée au milieu. Oula. Ouais, là, d'accord. Pardon. Ça y est. Bonjour Olivier Nardon, je suis médecin généraliste dans une maison de santé dans le nord des Yvelines. Je voulais juste vous remercier à toutes les trois pour vraiment vos présentations que j'ai trouvées très très passionnantes et qui ont généré chez moi de la contamination positive en moi, et que du coup j'en ai
dans la maison de santé. Il y a quelques années, il y a 7-8 ans, je faisais une première formation sur la violence avec Gilles. Et avant, je pense comme plein de médecins, que moi, j'en avais pas des patients. Et puis un jour, j'ai posé la question, waouh, depuis, pas possible. Et à la maison de santé, là où on est, c'est que dans une semaine, on fait une première réunion. Donc j'ai pensé, merci Laure. On fait une première réunion, on accueille une association de femmes victimes de violence. Il y a des professionnels de la PMI, il y a des professionnels de notre équipe, et il y a peut-être un avocat. Alors du coup, ça m'a encouragé. Merci. Merci. Dans 10 ans, tu présenteras avec nous ou à notre place? Levez bien la main pour que Gilles arrive jusqu'à vous. Voilà pour les suivants. Bonjour, je suis médecin généraliste remplaçante. Moi, ce qui m'a interpellée, ce que je peux retrouver dans des consultations avec des patientes, c'est que souvent c'est difficile pour elles justement cette multiplicité des professionnels de santé qui interviennent dans leur parcours, notamment pour répéter à nouveau leur histoire, leur récit, etc. Et du coup, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'était pas obligé d'entendre ces récits. Et du coup, je m'interpelle sur du coup, comment les accompagner sans avoir forcément toutes les informations, tous les récits. Voilà, et comment pouvoir leur éviter de répéter ça aux différents professionnels. Moi, je commence par le dire quand je pose mes questions. J'autorise en disant « Vous n'êtes pas obligé de me raconter. Vous pouvez juste me dire oui ou non. » Et pourquoi je pose cette question finalement en expliquant que moi ça va m'aider à leur donner les clés pour ensuite aller vers le mieux, que j'ai pas besoin d'entendre, mais que si c'est un besoin de déposer, c'est possible. Et après pour le coup, avec Lucie on travaille beaucoup ensemble, où je travaille beaucoup avec des psychologues, notamment des psychologues du trauma, psychologues qui font de l'EMDR par exemple. Et il y a une partie des récits qu'on s'échange avec évidemment l'accord du patient. Il y a des patients qui nous demandent de nous dire les choses pour qu'ils ne soient pas obligés de redire. Enfin, on a plusieurs techniques. Je ne sais pas si... Oui, c'est ce que je voulais compléter. Le premier qui lève le loup, en général, les patientes déroulent. C'est un moment qui est important pour que du coup on fasse le lien entre ce qui se passe ou ce qui s'est passé et ce qu'on voit maintenant. On résout pas le problème tout de suite. On crée de la confiance, la patiente revient et arrive un moment où on va dire bah tiens, ce serait bien d'aller voir la kiné. Et c'est là où on peut, avec l'accord de la patiente, appeler la kiné en direct ou dire voilà, vous vous souvenez quand on s'était rencontrés, on a notre logiciel qui peut partager des informations, est-ce que vous acceptez que la kiné aille voir votre dossier? Ça peut être aidant pour la patiente de savoir qu'elle ne va pas être obligée de tout redire, de tout réexpliquer, et qu'il y a un travail en équipe, et chacun prend la place que la patiente nous autorise à prendre, en fait. Oui, je rajouterais juste qu'en effet, la notion en tant que médecin généraliste, on peut avoir ce côté un peu chef d'orchestre, en tout cas, si on a été au cœur de la primo-révélation, de dire qu'on reste au centre et qu'on a cette chance de suivi aussi, de cet respect de temporalité de la victime, c'est-à-dire vous pouvez me révéler jusqu'à ce que vous voulez, pas tout de suite, plus tard. En tout cas, voilà, de respecter cette temporalité et dans le lien aux autres confrères, est-ce que vous voulez que je dise, est-ce que vous voulez que je vous laisse raconter votre histoire? Parce qu'il y en a au contraire, ils veulent pas qu'on raconte à leur place, ils veulent la raconter eux-mêmes. Mais en tout cas, de dire que toutes les possibilités sont possibles et qu'on reste à disposition de leurs besoins. Voilà. J'avais vu oui, vas-y. Puis après, bonjour, je suis Pauline Présumé, je suis médecin à Saint-Égrève, près de Grenoble. Donc, je vais venir vous voir. Et j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand. J'ai plein de questions. Et d'abord, merci pour cette présentation que j'ai trouvée extraordinaire. Comment on passe des symptômes médicalement inexpliqués de l'errance diagnostique, nous qui voyons nos patients avec des demandes centrées sur le biomédical pour après donner comme solution, on prend en charge les violences parce que on a quand même peur de passer à côté de quelque chose. On les envoie en médecine interne, on pose ce mot, et puis après, voilà. La supervision, nous, on est seuls. Et ça, c'est... Enfin, moi, je me sens seule.
Et enfin, comment vous faites pour éviter les pratiques de médecine alternative, voire les dérives sectaires pour ces patients qui sont des proies complètement faciles? C'est le sujet du train de ce matin. Alors, pour les demandes médicales multiples, moi, je prends le temps, je leur explique tout ce que j'ai expliqué là, puis je fais la liste de tous les symptômes possibles. Donc, vous les avez dans le kit. Ça va du cardiovasculaire au cutané, enfin voilà, à l'endocrino, et je leur dis, voilà. Effectivement, il y a des démarches médicales nécessaires parce que en fait, c'est très facile de tout mettre sur le dos du trauma, donc il faut quand même faire les investigations. Mais à un moment de dire... En fait, c'est normal si votre système nerveux il est en alerte que ça parle de partout. Donc, qu'est-ce qui est au premier plan ? Et puis voilà. Et en fait, on y va comme ça. Les internistes, ils adorent tout chercher. Ils mettent tout le temps des corticoïdes. Non, ils font un travail remarquable que je suis incapable de faire. Mais effectivement, les patients ont besoin qu'on mesure, qu'on voit sur la radio, qu'on voit dans la prise de sang, et de leur dire en fait, il y a des choses qu'on voit pas. Les fascias qui deviennent plus rigides, j'ai beau vous faire toutes les échos, tous les IRM, ça ne se verra pas. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même le traiter. Et en fait, ils ont besoin qu'on mette des mots dessus et leur montrer. Moi, j'ai le Néther dans mon bureau, je le sors et je leur montre. Je leur dis, voilà, c'est ça là. C'est ce truc-là qui fait mal. Et en fait, finalement, on évite les examens. Pour la supervision, c'est vrai que du coup, je suis allée un peu rapidement. Moi, j'ai des supervisions perso mensuelles et à la Maison des Femmes, on a des supervisions d'équipe tous les 2 mois. Et donc, en fait, je pense que, pour moi, c'est une espèce d'hygiène mentale, c'est-à-dire que globalement, je vais bien, je dors bien, je mange bien, ça va bien. Mais Gisèle Pellicot, moi, c'est tous les jours dans mon bureau. Donc, en fait, si je viens pas vider, ça marche pas. Et donc, effectivement, en équipe, ça peut être compliqué. Mais déjà, seul, on peut le faire. Et puis après, je fais beaucoup de messages vocaux à Raphaël. Et une intervision. Et sur les dérives sectaires, on travaillait avec la Maison des Habitants du quartier. On a fait un atelier théâtre pour les femmes victimes de violences avec une dame qui était super. Et en fait, qui était dans la dérive sectaire des tisseuses de rêves avec un système pyramidal, etc. Donc tout le monde peut se faire avoir. Mais là où c'est bien, c'est que quand on apprend les repères relationnels sains à nos patientes, elles viennent nous voir en disant, là, en fait, on me demande 4 000 €. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et en fait, je pense que c'est ça, de rétablir la confiance, c'est ce qui protège le mieux. 2 dernières interventions, très brèves. Oui, bonjour, Pauline Perrin, je suis remplaçante dans les Pauline. Vosges. Voilà, c'est ça. Merci pour votre présentation. J'ai 2 toutes petites questions. Est-ce qu'il y a vous dites qu'il ne faut pas être seul, mais on se sent souvent quand même isolé. Est-ce qu'il y a un réseau minimal à avoir, par exemple le lien du CIDFF local ou une personne dédiée, parce qu'on n'a pas toujours des paramédicaux formés dans ce domaine à proximité. Et combien de fois vous reposez la question, est-ce que juste vous ouvrez sur une première consultation le sujet et ensuite les gens sont amenés à en parler, ou est-ce que c'est vous qui systématiquement rouvrez la porte ? Alors sur le réseau, tu n'es pas seul. Je tutoie facilement. Tu n'es pas seul. Il y a forcément des gens autour qui sont intéressés. Je t'invite à vérifier. Donc, tu as sur le kit de quoi fabriquer ton réseau. Tu vas sur Déclic Violence, tu regardes, tu zoomes sur ta zone. Tu vas trouver les coordonnées des associations. Tu vas trouver qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Toutes les aides médicaux, sociaux, judiciaires que tu peux avoir aussi. Dans les autres professionnels de santé, comme tu vas commencer à être contaminé, tu vas aller voir tes kinés bientôt en disant « Ah, j'ai vu une super kiné, c'est Raphaël, j'ai marqué son numéro, son mail, et puis... ce réseau va s'implémenter au fur et à mesure, en fait. En fait, là, j'ai entendu beaucoup qu'il y avait des remplaçants. En fait, quand tu sauras où tu reposeras tes valises, si tu les poses un jour, on vous parle beaucoup de se saisir de ce sujet, mais on vous dit pas, en sortant de la salle, ça y est, tout est dit avec cette plénière. Il y a en effet peut-être un travail en amont de votre part pour vous approprier ce sujet et faire ce fameux réseau. Et donc, notamment, en effet, dans le kit, il y a une fiche comment constituer ce réseau, avec la fiche vierge à la fin, mon réseau, parce qu'on sait qu'il y a des disparités et des spécificités locales. Donc, en effet, on vous invite à se saisir du sujet, mais finalement à vous préparer pour vous saisir de ce sujet. Et pour répondre à ta deuxième question, puisque tu avais une question aussi sur est-ce qu'on se contente de poser la question une fois et ensuite c'est checké ? Alors, évidemment que non.
Mais quand tu continues par demander si à chaque fois on y revient, évidemment que non. Le gut feeling se développe et plus tu vas être formé, plus tu vas être sensibilisé, moins tu vas te planter. Et puis c'est pas grave si tu te plantes au-delà de la réponse oui/non, plus là, je dirais la démarche et la bienveillance de ta démarche du fait que tu poses la question. Ce sera pour une prochaine plénière la suite. Dernière intervention. Non, et juste quand même. Et du coup, c'est pas grave que la réponse soit non alors que tu es persuadé que c'est on est à oui. 4 contre 1. Puisque du coup, ah ouais non mais en plus on est des nanas, donc tu pourras pas. Et donc du coup, même si la réponse Je suis le maître du temps. Même si la réponse est non, tu vas quand même continuer de fabriquer de la confiance par petites touches. Moi, j'aime bien pêcher. Donc, tu sèmes tous tes appâts, tu plantes tes lignes, tu vois où ça mord. Quand ça mord, tu tires un petit peu. Enfin, je dis juste une phrase. réseauenae.org, ENAE pour Ensemble autour d'eux. C'est une association qu'on a créée il y a 4 ans pour les pros de santé. Donc, c'est pour les soignants qui s'occupent des corps de nos patients victimes de trauma. Vous pouvez aller nous contacter pour tout ce qui est réseau aussi. Dernière intervention. réseauenae.org. Bonjour, je suis médecin généraliste à Bruxelles et en fait, pour dire la vérité, je me suis trompé de salle. Je suis très content de m'être trompé de salle. Voilà. Alors c'est pas fini, j'ai encore quelque chose à dire. Donc Bruxelles, c'est une ville qui est plus petite que Paris, mais quand même plus grande que certains villages de l'Allier. Et donc il y a beaucoup de commissariats de police à Bruxelles. Et on sait bien que, enfin ceux qui sont un peu informés ou qui ont déjà eu affaire à ça, on sait bien que dans certains commissariats de police, les policiers sont extrêmement bien formés. Moi je sais, j'habite à Scarbeck, qui est tout à fait de l'autre côté d'un mot qui vous dira, enfin d'une commune qui vous dira sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de Molenbeek. Donc à Molenbeek, il y a un commissariat de police où il y a des gens qui sont extrêmement bien formés. Mais mes patients habitent très très loin de Molenbeek. Et bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec cette problématique-là? Je ne sais pas si c'est une question ou si simplement une demande de raisonnement, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette problématique-là? C'est une très bonne question. Normalement, il y a un référent violence dans chaque commissariat hôtel de police et on peut aussi porter plainte sur papier libre qu'on envoie au procureur. Bon. Donc ça peut aussi permettre de switcher le rendez-vous. On sera quand même convoqué par la police à un moment pour être entendu, mais ça évite le dépôt de plainte un peu manu militari. Et il y a des dépôts de plainte maintenant qui se font en maison des femmes ou en hôpitaux, et j'arrête de parler. Je vais frustrer tout le monde. Je suis désolé. Dire que la plainte n'est pas non plus la plainte n'est pas non plus obligatoire. Et on peut avancer et on peut prendre en soin les patientes et les patients, même s'il n'y a pas de plainte. Je vous prie de continuer après. Voilà. Juste avant, je tiens à féliciter nos intervenantes pour la qualité de leur intervention, pour tout ce qu'elles nous ont appris. Et je pense qu'elles vous ont transmis, le désir de vous investir dans cette problématique, car ça va vraiment ouvrir le champ de votre relation thérapeutique de façon majeure. Je vais leur donner quand même, et les reféliciter encore, une phrase chacune en conclusion. Alors moi, merci beaucoup. On a parlé du kit en question. Si vous le cherchez, il est sur le stand du CMG. Et si vous en prenez un, si vous voulez bien jouer le jeu, il y a un petit QR code à flasher. On est en train de vouloir diriger des tests pour avoir vos retours sur ce kit. Donc s'il vous plaît, un kit égale un flash. Vas-y. Merci. Merci beaucoup. Et puis... même à Ghana, on peut faire un réseau, donc je vous fais confiance pour fabriquer le vôtre. Voilà. Prendre soin plutôt que faire du soin, ça rend heureux les patients et les docteurs. Pas mal. Le mouvement, c'est la vie, et vive la sécurité des corps en physiologie. Merci à vous.